avez des photos. Si vous voulez jeter un œil, c'est possible, visible. Bonjour Brigitte, vous pouvez nous présenter l'arpège s'il vous plaît? Eh bien, cet arpège est né en 1972. Ce modèle a eu 4 propriétaires successifs qui l'ont beaucoup choyé. Et il est né à La Rochelle. Voilà. Et quelles sont ses qualités marines les plus appréciées? Alors, au départ, cet arpège a été une révolution dans la marine parce qu'il a été un très très bon compromis entre la navigation et l'habitat. Ça a été en son temps un bateau qui a fait une petite révolution et il reste très apprécié par les marins de l'époque qui viennent la livrer. Oui, on en voit dans presque tous les ports d'ailleurs. Voilà. Il est très représenté à La Rochelle, en Bretagne, un petit peu moins méditerranéen. Bonjour Geneviève, pouvez-vous nous présenter votre bateau s'il vous plaît, le Romanet? Oui, avec plaisir. C'est un tellement beau bateau qu'on le présente toujours avec plaisir. Alors c'est un bateau qui a été construit, celui-ci du moins qui est en présentation pour la fête du Grand Pavois, a été construit en 1973. Bonjour Dany, vous pouvez nous présenter le musée maritime de La Rochelle? Alors en fait, nous sommes les amis du musée maritime de La Rochelle, qui est une entité du musée maritime lui-même, et c'est une association, loi 1901, nous sommes environ 700 personnes, avec des activités qui tournent bien entendu autour des bateaux, qui représentent un atelier de réparation de vieux gréements, de petits bateaux de plaisance. Il y a l'entretien et les sorties sur le bateau Joshua. Il y a un atelier de chant. Il y a une bibliothèque. Il y a des conférences, des dîners-conférences tous les mois. C'est un petit peu le gros des activités des amis du musée que nous représentons. Il me semble avoir vu autrefois le bateau de Jean-Yves Cousteau. Non? Alors la Calypso, voilà. de M. Cousteau n'a pas fait partie du musée maritime. C'était un projet avec le maire de La Rochelle, M. Bonneau, M. Crépeau à l'époque, mais qui n'a pas été suivi. Et Mme Cousteau a choisi de récupérer, et la Calypso est maintenant à Concarneau, au chantier Piriou. Mais les travaux de réfection sont arrêtés pour le moment, pour des raisons de désaccord entre la Fondation Cousteau et le chantier. Là, je ne dirai pas dans les détails. En fait, le bateau sera fiable. Bonjour Vivian, vous pouvez nous parler du Joshua? Oui, je vais essayer. Alors Joshua, c'est un bateau qui a été construit en 1962, il a 50 ans cette année, et il est devenu une légende grâce à son propriétaire Bernard Moitessier, qui a fait avec ce bateau plusieurs exploits. Le premier de faire le voyage de Tahiti en Europe en passant par le Cap Horn, parce que un voilier de plaisance
de cette taille n'avait quasiment jamais fait, ou très peu de fois auparavant. Et puis ensuite, c'est surtout la longue route, le Golden Globe de 1969, où Bernard Moitessier a fait une course remarquable jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, où là, en remontant, s'apprêtant à remonter vers Brest, où il avait course gagnée, a choisi de continuer son voyage en envoyant avec un lance-pierre un petit message sur le pont d'un cargo pour dire je continue, je suis heureux en mer et peut-être je sauverai mon âme. Et de là, donc, Moitessier est reparti pour un demi-tour du monde supplémentaire, ce qui fait que Josua a fait 37 000 milles d'affilée, sans escale, en solitaire, sans assistance. Donc cet homme à bord de ce bateau a construit la légende de Josua en écrivant ensuite le remarquable ouvrage La Longue Route qui fera le tour de la planète et qui donnera lieu à de nombreuses vocations, les Poupons et autres. Tous ceux que nous sommes aujourd'hui encore ont lu, les marins qui sont amoureux de la mer et de Josua et de Moitessier ont lu ces ouvrages et ça les a inspirés énormément. Voilà, brièvement, l'histoire de Josua qui a ensuite été drossé à la côte, je crois que c'était dans les années 80, a été racheté par une femme nord-américaine qui ensuite a fait savoir qu'elle souhaitait éventuellement s'en débarrasser. C'est à ce moment-là qu'un journaliste de Voiles et Voiliers en a eu connaissance, a alerté Patrick Schnepp, directeur du musée maritime de La Rochelle, actuel directeur, qui a tout fait avec ses amis rochelais, le maire de l'époque, Michel Crépeau, son ami Bourdin, pour rassembler la somme nécessaire au rachat de Josua, qui a été racheté, qui est revenu à La Rochelle en 92. Il est arrivé par cargo au port de pêche et c'est Bernard Moitessier qui a accepté de le ramener à la voile du port de pêche jusqu'au port de La Rochelle. C'était en 92 et Moitessier mort en 94 au Bonneau, chez lui, après une longue maladie, on dit dans ces cas-là. Voilà. Mais vraiment, Voilà, bonjour Jean, vous pouvez nous présenter votre chantier ou le bateau là, Notre-Dame? Notre-Dame de la Clarté, c'est un sloop mythilicole qui a été construit à Maran, chantier Durand. Donc le bateau a été vendu plusieurs fois. Et là, il a été restauré récemment par le chantier naval Robert-l'Église, au château d'Oléron. Il a été construit en quelle année? Il a été construit en 1955. Oui. Il a servi pendant 10-15 ans à la pêche au moule, à Charroux. Et il participe à des manifestations maritimes? Toutes les manifestations maritimes de Charente-Maritime, bien sûr, oui. En partant de La Rochelle jusqu'à Seudre. Oui. Voilà, donc toutes les manifestations. Et aussi, il fait des sorties sur le port du château d'Oléron. Ah oui. À amener des touristes. Quelques touristes, pendant l'été. Et il pèse combien? Ce bateau pèse environ 3,5 tonnes. Oui. Et voilà, il est gréé avec un foc, une trinquette, une grand voile, un flèche et un tape-cul. Ah oui. Tape-cul, c'est c'est la voile arrière du bateau. Voilà. Et il est motorisé? Oui, motorisé avec un moteur de 40 chevaux. Ah oui. Question de sécurité. Ah oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Bonjour Étienne, vous pouvez nous présenter votre maison flottante, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, nous, le concept, c'est de pouvoir proposer de l'hébergement insolite flottant. Donc, on est dans le créneau yurt, cabane dans les arbres. Voilà. Donc, avec le produit Zenzilo, on arrive à proposer une nouvelle offre.
l'idée c'était de pouvoir mettre en valeur les étendues d'eau d'une manière autre que par la pêche ou la baignade et pouvoir proposer donc de l'hébergement, un nouvel hébergement insolite. Donc là on travaille sur 100% bois, mis à part les flotteurs qui sont en rotomoulé moussé. Voilà. Donc c'est une habitation, alors c'est pas une habitation, hein, c'est vraiment une chambre d'hôte, hein, donc qui est équipée de toilettes sèches, qui est équipée d'un petit point haut avec une réserve d'eau douce, une réserve d'eau grise, donc zéro rejet. Hein, voilà. L'idée aussi c'est que nos habitations, du fait qu'elles soient flottantes, sont modulables et déplaçables. On peut moduler différentes plateformes les unes avec les autres. Donc on propose aussi de la terrasse nue, des extensions de terrasse. Voilà. Donc on est vraiment sur une idée de modularité. Et voilà. C'est sur l'eau douce aussi ou l'eau de palais, les deux? Alors c'est principalement prévu pour les plans d'eau intérieurs. Oui. En revanche, on peut penser à des baies protégées. Abritées, voilà. Abritées. L'idée c'est de ne pas mettre ça en mer tout simplement parce que un petit peu trop de mouvement, la structure supporterait. En revanche, les personnes à l'intérieur le supporteraient sûrement un peu moins. Autant avoir un bateau si on est en mer. Bien sûr, voilà. Et quel est le bois utilisé alors on travaille pour tout ce qui est structurel avec du Douglas. Ensuite on utilise des essences pour le plancher extérieur tel que le mélèze. Voilà. Après en intérieur, en décoration, on utilise du lambris séquoia. On travaille avec du cyprès, on peut travailler avec du marronnier. On essaie de trouver des essences un petit peu originales et jolies. Voilà. Et la toiture? Alors la toiture, là ce qu'on voit juste derrière moi, c'est de l'écorce de pin. Alors c'est juste ornemental. Ce qui assure l'étanchéité dessous, c'est un pare-pluie. Hein. Voilà. Très bien, merci. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous pouvez nous présenter votre bateau et ce que vous avez fait avec? Alors le bateau, comme vous pouvez le voir, c'est un vieux destrier des années 74, voilà, donc un Pearson 36, un bateau américain à la base. On n'en a pas beaucoup sur nos côtes puisque bon, le bateau n'est plus produit depuis des années déjà, les années 80. Mais il est très très réputé en Amérique, de l'autre côté de l'Atlantique, puisque effectivement c'est un bateau qui est solide. On a toujours eu des bons retours sur les forums et tout, donc justement on a donc avec Manu à la base, on a acheté ce voilier pour 18 000 €, donc vous voyez un 36 pieds pour 18 000 €, il n'y en a pas beaucoup. Donc on l'a acheté dans le sud de la France, on l'a fait venir dans le sud Vendée par camion, puisque on était complètement novice, on n'avait jamais fait de voile auparavant. Mais l'idée c'était de réaliser, de faire un petit peu, de jouer les Christophe Colomb et compagnie, de faire le tour du monde. Chose que nous avons réalisé donc depuis l'année dernière. Donc on est parti en novembre 2008 des Sables d'Olonne pour en fait réaliser un peu notre rêve. Et 3 ans plus tard, donc le 10 septembre 2011, l'année dernière, on est revenu avec plein de souvenirs dans la tête, forcément, plein de belles images, un livre d'ailleurs, voilà le livre de l'aventure, avec le récit et quelques photos, et également un livre photo, donc qui démontre un petit peu tout notre périple, donc l'historique, et bien sûr des paysages de rêve avec vous voyez cette photo là, on était en plein milieu de la Transat un 1er janvier 2009 du coup. On n'était pas si malheureux d'être en pleine mer, d'être à plus de 1000 milles des côtes, voilà. Donc plein de souvenirs, plein de belles images, oui, comme là les Marquises effectivement, qui nous a énormément un endroit qui nous a énormément touché. Donc on est revenu, on a passé la barre à un groupe d'étudiants. Donc seul le représentant juste à côté de moi, il va parler. Bonjour. Groupe d'étudiants qui vient de faire. Voilà, on vient de faire un tour de transatlantique, je reprends la parole, où on a fait quelques escales tout autour de l'Atlantique. En gros, je vous le répète.
On a voulu faire un documentaire pour montrer la condition de la femme dans chaque pays. Et ça s'est terminé par une boucle. La boucle s'est terminée en arrivant en Haïti où on a construit une éolienne et apporté de l'électricité dans un village où les conditions de vie ne sont pas du tout les mêmes que la personne qui pourrait être en train de regarder cette vidéo à l'instant précis. Et en fait c'était toute une péripétie, on a beaucoup vécu, on est arrivé hier, je suis désolé, je suis encore un peu dans les émotions, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On pense qu'on a un certain avis sur des choses qu'on ne connaît pas, et en voyageant on découvre beaucoup plus sur soi-même et sur les autres, et en voyageant c'est merveilleux tout simplement. Bonjour Caroline, pouvez-vous nous présenter votre association? Alors l'association Évasion Tropicale, c'est une association qui est basée en Guadeloupe, dans les Antilles françaises, et qui s'occupe de préservation de l'environnement et plus particulièrement du milieu marin. Voilà, on mène des suivis scientifiques sur les tortues marines et les cétacés en particulier, les oiseaux de mer également, un petit peu les requins, et on s'occupe également de tout ce qui est éducation à l'environnement, édition d'outils pédagogiques et voilà, formation des professionnels du tourisme justement. C'est pour ça qu'on est là ici aujourd'hui, pour justement inviter la population à venir visiter la Guadeloupe, mais dans des bonnes conditions, donc former les professionnels à les accueillir, tout en les incitant à préserver l'environnement, et puis inciter également les particuliers qui vont en Guadeloupe également à cette préservation. Et vous avez des subventions pour votre action? Non? Alors il y a un jeu concours là en ce moment avec le comité du tourisme de la Guadeloupe, un jeu pour gagner un séjour et 2 billets d'avion pour la Guadeloupe, et en contrepartie il y a 1 € qui sont reversés pour la préservation des tortues marines. On est en train d'éditer un petit cahier d'activités. Voilà un petit cahier d'activités qui est ici. Voilà, d'activités et d'informations, qui donne des informations sur les espèces que l'on peut rencontrer, sur la législation, le cycle de vie des tortues, et puis également toutes les menaces sur les tortues marines et les conduites à tenir. Voilà, quand on est sur une plage, pourquoi il faut faire attention à la plage? Justement parce que c'est un site de ponte. Quand on voit une tortue dans l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. pour observer sans déranger. Voilà. Tout ce petit recueil qui va être édité, et à peu près 5000 exemplaires pour les scolaires de Guadeloupe, et qui sera distribué également, si on a suffisamment de subventions, il sera carrément donné donc dans tous les pôles touristiques de Guadeloupe. Voilà. Et je pense qu'il faudrait les donner également à d'autres pays que la Guadeloupe, peut-être. Enfin, ou les vendre. Non? Oui, pourquoi pas, oui, tout à fait. Bonjour Brigitte, pouvez-vous nous présenter votre établissement, ses formations? Je suis professeur au lycée professionnel de Romsey à La Rochelle, à dominance particulièrement maritime. Nous avons des formations bac professionnel en maintenance nautique, en technicien en chaudronnerie industrielle, en maintenance des équipements industriels, en électrotechnique et en électronique. Et en plus, nous avons des formations par apprentissage en système électronique numérique pour électronique embarquée, et les formations maintenance nautique également. C'est un établissement d'environ 650 élèves, avec des formations très variées, niveau bac, niveau CAP. Nos élèves sont motivés en général, tout particulièrement les sections nautistes, qui en plus de ça participent tous les ans au montage du Grand Pavois, et travaillaient avant sur la Transat 650 et sur la Mini aussi. Bonjour Michel, pouvez-vous nous dire ce que fait le Rotary pour les handicapés? Alors le but de cette action, c'est d'emmener des handicapés, différents handicaps, sur des voiliers, et de le faire, donc ils naviguent toute la journée, pendant 4 jours. Ils vont à l'île d'Oléron, l'île de Ré, Rochefort, La Rochelle, et donc le but c'est ça, c'est de leur faire découvrir le monde de la voile,
au travers de cette action. Et ce sont des personnes de quel âge? Ce sont généralement de jeunes handicapés. Je pense que les plus âgés doivent avoir une vingtaine, 22, 23 ans. Et vous pensez que donc de les emmener en mer, ça leur fait beaucoup de bien? Ah oui, oui, on voit leur mine réjouie lorsqu'ils arrivent à l'étape. C'est très, très agréable de les voir arriver. Alors il y en a qui sont malades, mais malgré tout ça, ça se passe dans la bonne humeur. C'est très agréable. Préserve notre belle planète qui en tout cas se donne beaucoup de mal pour préserver aussi bien les lagons, les coraux, les baleines, les requins. Donc, et on s'est aperçu que à travers le monde, il y a vraiment beaucoup d'initiatives, et en Polynésie française entre autres, beaucoup d'initiatives pour préserver les océans et tout ce qui s'y touche. Donc avec Géraldine, on est allé à la rencontre de beaucoup d'associations qui œuvrent. C'était très sympathique. Quelles sont celles qui vous ont particulièrement marqué, Géraldine, puisque vous avez véritablement pris le temps là, hein. Il y a l'association Temana pour la protection des tortues. Il y a aussi, on est allé à la rencontre de pas mal de scientifiques. Il y avait en même temps que nous un recensement. Il faut savoir que les baleines, en l'occurrence tous les cétacés, c'est un territoire protégé, la Polynésie, un sanctuaire marin. Donc il y a aussi évidemment tout ce qui est lutte contre l'arrachage des ailerons de requins pour faire le potage des... Voilà, donc pas mal d'associations. Alors j'imagine que et là, c'est individuel aussi d'ailleurs, vraiment une vraie éducation à la base. On est allé aussi à la rencontre des élèves pour leur montrer justement les films sur le Grand Nord, et c'était à chaque fois des moments assez touchants. Particulièrement enrichissant aussi pour vos enfants. On rappelle votre petite famille, alors peut-être pas celui de 9 mois, mais jusqu'à 12 ans, là c'est vraiment formateur. Hein. C'est formateur, et c'est vrai que quand on arrive comme ça dans les écoles avec un film pour leur parler, que ce soit du réchauffement ou de la protection des océans, c'est peut-être plus parlant et plus humain pour eux quand on arrive avec des enfants en bas âge et de leur âge, que quand ils voient justement des scientifiques qui ont parfois un langage un peu plus hermétique. Là, en tout cas, on a reçu un accueil assez chaleureux et on a eu l'impression de vraiment échanger avec eux. Un peu ébahi, non, de voir toute cette petite tribu autour de vous? Oh, toujours, les arrivées en Polynésie ont été à chaque fois des grands moments de bonheur avec un accueil formidable, hein, vraiment. Ébahi, effectivement, de voir comme ça un navire arriver du Grand Nord avec une bande de petits enfants de tout âge. Mais toujours de très très jolis moments qui nous restent gravés dans le cœur et dans la mémoire. Alors on l'a dit, c'est idyllique et accueillant, d'autres qui se font plus récalcitrants, tels que l'île Pierre Ier. Oui, ça c'était quelque chose. Assez facilement d'Ushuaïa, du Cap Horn, du bas d'Amérique du Sud, mais l'île Pierre Ier est vraiment dans le Pacifique Sud, à la lisière de la banquise, et souvent prise par les glaces. Donc en venant de Nouvelle-Zélande, on a quand même mis 3 semaines de mer difficile, évidemment les 40e, 50e et les 60e. Du mauvais temps, des icebergs, de très grands icebergs qui se promenaient dans le Pacifique Sud. Donc voilà, un cocktail un petit peu chaud, si l'on peut dire. Vous en avez vu quelques-uns éclater aussi. Voilà, oui, dans la tempête, on voit que je n'avais jamais vu ça, d'ailleurs, parce que là, on a un bateau qui nous permet de nous approcher et de voir des déferlantes de la grosse houle venir se briser sur les icebergs. On a des photos incroyables. Et là, on s'aperçoit que ces monstres de glace qui résistent autant qu'ils peuvent et qui finissent par s'écrouler, se fissurer, et qui donnent tous ces petits glaçons qui nous embêtent un peu, mais le spectacle est vraiment étonnant. Je n'avais jamais vu ça, c'était fort. Avant d'arriver sur l'île Pierre Ier, qui est une île entièrement glaciaire, avec quelques petits cailloux qui ressortent, il y a des manchots, mais alors en nombre minimum, qui résistent aussi aux intempéries, et nous on a réussi à en faire le tour, à débarquer, aller voir les 2 petites colonies de manchots qui sont là. Donc très très fort comme émotion. Vous vous dites quelque part, Géraldine, qu'il y a plus de monde qui est allé sur la Lune que sur cette île. On dit, et le débarquement est encore plus, il faut y aller d'une part et puis réussir à débarquer, parce que la houle vale toute cette côte vraiment glaciaire, hein, on pourrait croire un immense iceberg, il n'est pas facile de débarquer. Terre firma, elle ne se laissera pas faire.
entre vous et moi. Le Grand Pavois, c'est bien plus qu'une association de passionnés. Le Grand Pavois, c'est aussi un mystérieux personnage. Oui, un mystérieux personnage que seuls les administreront et leur président côtoient pour organiser le fabuleux salon Arco, ainsi que d'autres prestigieuses manifestations nautiques. Le Grand Pavois n'est pas au courant de la fête de jeudi et de vendredi. Mais encore, au port de minuit, admirons les merveilleux navires d'Arco. Mais attention, il ne reste plus que quelques minutes avant qu'il n'arrive dans l'aéroport et que nous lui exprimions au spectacle. Il est temps pour moi de récupérer les qualités cliniques d'un spectacle exceptionnel, fruit d'une année de travail, mobilisant près de 100 techniciens. Messieurs de la lumière, êtes-vous prêts? Messieurs les artificiers, êtes-vous prêts? Parfait, tout est en place. Il ne nous reste plus qu'à donner le top départ pour faire sortir du Vieux-Port la fabuleuse parade des Vieux Grégoires. Car peu de minutes de mettre en place pour accueillir et célébrer la 40e édition du Grand Pavois. Cher public, je vous invite à déclencher le grand compte à rebours. Tous ensemble, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.